Bonjour, je suis Leen Huet et j'ai écrit Pieter Bruegel, la biographie. Marie Hogue, je suis traductrice principalement du néerlandais, souvent des romans ou de la prose, mais aussi des écrits comme cette biographie de Bruegel que j'ai eu énormément de plaisir à traduire. Il y a cette année, mon éditeur néerlandais Harold Polis me proposait de faire une biographie de Bruegel. J'avais déjà écrit un livre sur Rubens et j'avais fait une biographie du mécène de Rubens. Et immédiatement, j'étais enthousiasmée, je suis historienne d'art, j'aime Bruegel, j'aimais cette idée. Et cela m'a pris 5 ans d'écrire ce livre. Donc c'était assez épuisant parce que la littérature sur Bruegel est énorme. Et je voulais surtout approfondir ma propre connaissance de Bruegel. L'idée était, quand j'ai fini cette biographie, je pourrais regarder les tableaux de Bruegel, les dessins de Bruegel, avec des yeux rafraîchis. Maintenant, quand je vois un tableau de Bruegel dans un musée, je ressens cet étonnement. C'est l'éditrice Christine Denayer qui m'a proposé ce livre qui est sorti quand on a fêté l'année Bruegel. J'ai commencé à le lire et j'ai été vraiment prise comme par un roman, comme par un thriller. Je me suis plongée là-dedans. J'ai lu ça en 2 jours ou 3 jours, je n'arrivais pas à quitter ce livre. Donc il y a d'abord eu un enthousiasme extraordinaire. Et puis je ne dirais pas que j'ai déchanté, mais quand je me suis mise à la traduction, je me suis rendu compte que c'était un sacré boulot parce que l'auteur, Leen Huet, fait appel à des témoignages de contemporains, Bruegel, aux livres que Bruegel a lus, à ses voyages. Donc c'est vraiment quelque chose de très touffu que je comparerais à une forêt très dense dans laquelle j'ai dû apprendre à tracer mon chemin. Et disons que c'est un livre qui m'a demandé beaucoup de recherches, mais j'adore parce que ce sont des recherches intéressantes du point de vue historique, du point de vue sociologique, du point de vue humain. L'enquête sur Bruegel était assez difficile. Généralement, on a une idée de ce peintre qui n'est pas tout à fait correcte. On connaît quelques tableaux, notamment les tableaux sur les paysans, les noces, la danse, et on croit connaître tout Bruegel. Mais il a peint des tableaux extraordinaires qui sont peu connus et qui méritent d'être mis en lumière. Et aussi, il y a ses dessins et les estampes faites d'après ses dessins. Parce que Bruegel pensait vraiment, je crois, parfois en noir et blanc. Il peignait aussi des grisailles, donc de petits tableaux noir-blanc. Donc il y avait cet aspect-là, le Bruegel mal connu, peu connu. Et il y avait un autre problème, c'est que nous savons très peu de la vie de Bruegel. C'est comme s'il avait voulu effacer ses traces, presque. On n'a aucune lettre laissons tomber l'idée de journaux ou de quoi que ce soit de personnel qu'il aurait écrit. Donc je n'avais que 2 sources, les tableaux, les dessins, les estampes. Donc le travail de Bruegel et puis les contemporains, les clients de Bruegel, les mécènes de Bruegel, les personnes autour de Bruegel, ses amis même. Avec ces 2 éléments-là, j'ai dû reconstruire la vie de Bruegel à Anvers et à Bruxelles. Ce qui m'a davantage intéressée, c'est l'aspect littéraire, on ne se refait pas. Hein. C'est un esthète,
un humaniste, un érudit qui lit quand même des textes anciens. Combien de ces estampes et de ces dessins sont basés sur des textes de l'Antiquité? On a Apelle, il y a Lucien de Samosate, les symboles viennent de Virgile, viennent de tout cela. Et moi, je dois dire que ce qu'il y a d'intéressant dans une traduction comme ça, c'est toutes les portes que ça m'ouvre, toutes les voies de traverse que j'emprunte, sont toutes des pistes qu'elle suggère et que le lecteur pourra prendre. Il n'y a pas seulement les auteurs classiques, mais combien d'auteurs contemporains ou du 19e ont fait référence à Bruegel dans leurs livres, en ont fait un personnage de roman pas toujours réussi, parce Dominique que Rollin. oui, ou Félix Zimmermann, Oui. qui enfin c'est assez sujet à caution, mais je crois que c'est un livre d'études approfondies et minutieuses qui est chaque fois soutenu par des représentations des tableaux et des vignettes représentant tous les personnages dont on parle, et ça c'est très important parce qu'on n'est pas perdu, mais ça donne aussi envie au lecteur d'aller plus loin lui-même. Bruegel est un peintre très discret. Comparez-les à des tableaux de Rubens, par exemple. Rubens, ça parle immédiatement. Ça vous embrasse presque, un tableau de Rubens. Tandis que Bruegel, ça reste très discret. Il est absolument raffiné. Il a un style qu'il faut goûter lentement. Et il a eu une évolution stylistique très intéressante. Il a commencé par dessiner, c'est ce qu'on connaît de lui. Après son voyage en Italie, il se spécialise en paysages avec des montagnes, des paysages rocheuses. Petit à petit, il commence à dessiner des scènes moralisantes. Il fait des dessins satiriques, moralisants, sur les vices, sur les vertus. Et soudain, il commence à peindre. Et on a immédiatement des tableaux époustouflants, je dirais. Et pour moi, c'était intéressant de constater que Bruegel a peint des tableaux assez sombres pendant l'âge d'or du Brabant et des Pays-Bas, les années 60. Il a peint Le triomphe de la mort, La chute des ans rebelles, Margot la folle, c'est l'enfer, c'est la guerre, c'est la mort, c'est terrible. Et puis, quand le climat devient plus sombre ici, après la furie iconoclaste, c'est alors que Bruegel commence à peindre des scènes joyeuses, les scènes paysannes. C'est comme s'il se détourne des problèmes et avec des personnages, pour la première fois aussi, des personnages monumentaux. Donc, il a une évolution très remarquable. Dans les tableaux de cette période sombre, dirais-je, c'est là qu'il y a une multitude de détails, parce qu'après, comme dit Laine, les personnages deviennent plus monumentaux, plus, je dirais pas solaires, mais plus lumineux. Mais quand il peint soit les proverbes flamands ou les jeux d'enfants, alors là, il a un sens du détail. Il faut étudier les tableaux à la loupe, les meilleures reproductions. Oui. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il ne se contente pas de juxtaposer tout cela. On se rend compte, par exemple, dans les proverbes flamands, c'est un connaisseur de sa langue, de la langue néerlandaise et des proverbes. Et tout fait sens. Et tous ces proverbes, même en français, nous pouvons en trouver leur équivalent. Et ça, c'est extraordinaire parce que tout ce fourmillement fait sens. Ce n'est pas gratuit. J'ai redécouvert Margot la folle de Legriet, qui se trouve au musée Meijer van den Berg à Anvers. Et personne ne sait exactement ce que ce tableau veut dire. On voit une femme énorme avec une glaive dans la main. Elle semble se trouver dans l'enfer. Elle est suivie d'autres femmes plus petites
qui sont en train de saccager, semble-t-il, une ville en enfer. J'ai proposé une hypothèse personnelle basée sur le thème de la vie en ville au XVIe siècle et le thème des géants, la présence des géants dans les processions, dans les symboles de la ville d'Anvers, mais aussi à Bruxelles par exemple. Donc ce thème du géant fonctionne en ville comme un symbole de la vie sauvage, par exemple. Un géant, c'est quelqu'un, c'est un malfaiteur, c'est un sauvage. Il ne représente pas la vie civilisée. Donc c'est un symbole utile pour les habitants de la ville qui fonctionne comme contraste. Nous sommes civilisés, lui, le géant, ne l'est pas. Et j'ai interprété Margot la Folle ou Delecrite comme une géante. Et c'est quelque chose de très original de Bruegel d'utiliser une femme géante. On connaissait les géants masculins, Gargantua, Pantagruel, mais une géante, c'est plus rare, c'est plus difficile, c'est plus original d'utiliser une femme géante. Les femmes étaient déjà considérées comme des êtres peut-être inférieure ou difficile. Ça va de soi qu'elle se trouve dans l'enfer. Elle est géante, donc elle est mauvaise, et elle est femme, donc elle est difficile à dominer. J'aime particulièrement les dessins ou les tableaux où il y a vraiment un vertige, comme les paysages alpestres qui sont presque pris en contre-plongée, ou la conversion de Saul, où c'est un immense défilé, et puis il y a un petit bonhomme là-bas, c'est Saul qui a été renversé de son cheval. Ça, ce sont des tableaux où on a presque le tournis en le regardant. Mais je crois qu'une de mes scènes préférées sont quand même les chasseurs dans la neige, parce que c'est pas du tout apaisé, mais il y a un mystère là-dedans. Beaucoup de tableaux n'expliquent pas, mais celui-ci, il ouvre plus vers l'infini. Il y a une notion, je dirais pas de paix, mais ça, pour moi, ça résume un petit peu toutes les autres œuvres. Elle n'est pas vraiment de la fin de sa vie, mais c'est quand même dans les dernières années. Mais c'est un tableau, du reste, qui a fait l'objet de poèmes, de poètes américains, je crois que c'est dans Solaris, le film oui. de Tarkovsky, qu'on le voit. Je crois que c'est quelque chose qui fait partie du mythe et qui casse vraiment l'image de Bruegel, peintre paysan.